Bonjour à tous. Donc, je vous parlais effectivement d'une mise en place, d'une méthode à l'intérieur d'une entreprise. Donc déjà, je suis pas tout seul, on était deux. Donc moi, Benoît, UX designer, et Nathalie, directrice des projets. Et on était tout le temps main dans la main tous les deux à travailler. Du coup, rapidement, dans les ateliers, on était un peu ben et neufs. Donc ça, c'était la première petite blague qu'on se faisait entre nous. Et ça montrait aussi qu'on était bien intégré à l'entreprise, que ça marchait bien. Et donc nous, en plus on est voisins à Noisy-le-Sec, donc on venait tous les matins ensemble, il y a beaucoup de discussions dans les Uber, parce qu'on a eu droit à un Uber aussi, parce que c'est loin. Et ensuite on est arrivé à Gonesse. Et donc à Gonesse, pour vous dire à peu près, c'est un client e-commerce, très très commerçant dans l'ADN, et B2B, donc très particulier. On a souvent, nous, dans nos idées e-commerce avec nos petits réflexes B2C. Là, il y a quand même des nuances et il fallait faire attention. Donc, on est arrivé fin juin, ça c'était le début de la mission. Et rapidement, on a rencontré l'équipe e-commerce et on s'est rendu compte avec Nathalie que, elle était très mature dans son sujet et que deux, l'équipe était nouvelle et du coup, il y avait vraiment une envie de changer. En tout cas, il y avait vraiment matière à. Et donc ça, pour nous, c'était très challengeant et super inspirant et très intéressant. Donc on a commencé par des interviews. Donc on a interviewé, on a commencé quand même par le e-commerce et c'est ceux qui nous ont fait venir. Ensuite le marketing, les métiers, la voix du client, les équipes de développement. En fait, tous les gens qui étaient autour du projet, qui touchent de plus ou moins de près les projets qui sont en cours de production. On a été les interviewer pour voir un peu ce qu'ils apportaient, ce de quoi ils avaient besoin pour avancer, ce genre de choses. Donc après on a fait un rapport d'étonnement. Donc là on est déjà, ça fait que 3-4 jours qu'on y est, tout de suite tac, on explique un peu à notre client ce qu'on a pu observer. Donc tout de suite on a vu un gros effort de change management dans l'équipe e-commerce, pas d'approche UX mais structurée. Donc ça, ils le savaient et c'est ça qu'ils voulaient mettre en place. Une culture print, ça fait longtemps qu'ils font du e-commerce, mais ils ont quand même une culture catalogue avant ça. Et donc du coup, pas assez digital. Une culture technique aussi et business. Donc ils sont très orientés sur sur le développement. Sur le business, ils connaissent très bien leur data, le taux de conversion, tout ça, ils sont vraiment bien. Par contre, pas assez sur le design. Et très centré produit. Donc on a plein de chefs de produits, etc., qui connaissent très bien leurs produits, même des fois trop bien, et pas assez leurs clients ou à qui s'adressent ces produits-là. Et puis on a un sujet mobile aussi un peu délaissé parce que ils ont fait leur site en responsive, il n'y avait pas eu trop de connexion mobile, du coup ils se sont dit pas la peine de mettre plus d'argent dedans puisque ça marche pas. Donc ensuite on a échangé avec eux sur cette synthèse et on s'est dit qu'est-ce qu'on va mettre en place avec vous. Donc ça, on s'est partagé ça avec Nathalie. Donc il y a eu un référentiel UX à partager, accessible à tous, où là, du coup, je rejoins un peu ce qui a été présenté par Benoît Convar, avec une expérience map, des personas, ce genre de choses. Donc au début, c'était quand même, vu qu'il démarrait, on a d'abord commencé par le partager avec le e-commerce et la direction. Ce qui était très important aussi, c'est qu'on était soutenu par la direction. Donc ça change vraiment tout sur la mise en place d'une méthode. Ensuite, des plans de test. Donc on est encore fin juin. On en a créé un fin juillet et un autre fin août. Donc là, il faut imaginer aussi que ce site e-commerce est un peu partagé en deux équipes. Tout ce qui se passe avant le panier et tout ce qui se passe après le panier. Donc du coup, on a pu faire ces deux tests-là pour récupérer beaucoup de données utilisateurs sur comment on va prioriser les sujets et voir vraiment les différents pains. Et le troisième sujet, et c'est là où je vais aller plus dans le détail avec vous, c'est le process de design thinking. D'ailleurs, je l'ai appelé comme ça pour l'instant, mais on va voir qui va changer de nom. En tout cas, c'était quelque chose qu'on voulait faire step by step. Donc dedans, il y a quoi? Il y a comment on va créer des réflexes, comment on va créer du design, parce qu'aujourd'hui, c'était plutôt des PowerPoint qui étaient donnés aux développeurs, puis les développeurs qui devaient débrouiller avec ça. Comment on intègre aussi plus de UX, c'est-à-dire qu'on ne sort rien en développement tant que ça n'a pas été testé par des utilisateurs. Donc c'est comment tout ça on va réussir à mettre en place avec ce côté très rapidité, donc très sprint. Donc le mot est lancé, sprint design.
Je parlais tout à l'heure de design thinking, en fait, non, c'est plutôt sprint design qu'on a voulu mettre en place, en tout cas on s'en est inspiré. Donc pour nous, côté Axence, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours avec nos clients. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on le démarrait de zéro et qu'on avait vraiment carte blanche dessus. Donc je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est qu'un sprint design, en tout cas dans les règles de l'art. Donc ça se fait en 5 jours, et il faut imaginer que c'est, on va dire, 6-8 personnes à plein temps qui vont travailler 5 jours. Sans rentrer dans le détail, on a quand même le jour 1 où le understand, où on va comprendre. Donc là, on est vraiment très centré utilisateur. Hein. C'est qui nos utilisateurs, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur contexte. Ensuite, on va un peu élargir avec c'est qui les concurrents. Et enfin, on va établir une stratégie ensemble. Ce qui est important là, c'est qu'à chaque fois, c'est 6-8 personnes qui travaillent ensemble et qui se mettent d'accord ensemble. Ensuite, le jour 2, c'est diverge. Donc là, on est vraiment sur... on va ouvrir l'idéation, on va voir plein de solutions. Et dans le jour 3, on va converger. On va se dire, OK, on garde la meilleure idée. Et cette meilleure idée-là, du coup, on va la storyboarder avec une histoire beaucoup plus précise. On va rentrer beaucoup plus dans le détail. Ensuite, on a le jour 4 où l'on va prototyper. Donc là, on est très sur du quick and dirty. Pas du tout sur le beau, mais sur vraiment comment ça marche. Parce que derrière, ce qu'on veut faire, c'est tout de suite le tester. Et donc, au bout du 5e jour, normalement, on a quelque chose qui a été testé. Alors, soit ça n'a pas marché et on revient dans les étapes d'avant, soit c'est bon, ça part en développement. Donc là, c'est rapidement pour vous dire un peu ce que c'est que le sprint design. Et ensuite, nous, comment on l'a personnalisé pour le client. Et donc là, ce schéma, on retrouve à peu près les mêmes mots. Il y en a quelques-uns qu'on a changés et puis on n'a pas mis les mêmes délais. Déjà, c'était impossible de tenir sur une semaine. Donc nous, on a pris un peu plus large, on a pris 2 semaines. Ensuite, on a travaillé sur cette phase understand un peu plus précisément. Donc je rentrerai plus en détail après. En tout cas, ce qui est important là, c'est que c'est vraiment, on a invité tous les gens qui sont en contact avec ce projet-là qu'on a bien défini ensemble. Ensuite, à la fin de l'understand, on a le define, donc on a tous mis notre tampon sur ce qu'on veut bien faire. Ensuite, on a 2 étapes qui se rapprochent beaucoup, c'est explore et prototype. Donc là, c'était plutôt moi qui étais en charge de ces deux phases-là, où là, c'est vraiment le designer qui travaille. Et ensuite, on a prévu des réunions en petit comité. Donc là, c'est pas le gros comité understand, mais plus le petit comité avec le business analyst et le product owner, pardon, parce que je vais vous expliquer après, mais il y a aussi l'agilité en macro qui va revenir se plugger avec nos sprint design. En tout cas, que ce soit explorer prototype, je suis en relation avec 2-3 personnes, c'est important de partager. Et il y a aussi donc le chargé d'études qui, lui, à la fin du prototype, il vient me voir, on discute ensemble et on se pose les questions pour la phase validate. Et donc ensuite, je lui passe le prototype et il valide. Et donc en toute fin, on a une review. Donc la review, il faut imaginer que c'est une combinaison de le designer et le chargé d'études. Ensemble, ils vont présenter et le prototype et le résultat des tests. Et donc ensuite, en séance, on décide ensemble, on y va, on n'y va pas. Et si on n'y va pas, on revient dans... en fait, c'est plutôt... Il faut imaginer qu'un projet, c'est une carte, et la carte, on la rejoue, c'est-à-dire que normalement, elle revient au tout début. Donc là, plus précisément, dans la phase understand, ça c'est le support, donc c'est 9 slides, et ça dure 2 heures. Ça, c'était vraiment nos... vu qu'on nous, on devait créer rapidement des réflexes, c'était important qu'on timebox tout ce qu'on fait. Donc là, on voit que sur chaque slide, il y a un timer. Et c'est aussi un atelier où chaque personne, c'est collégial. Chaque personne est responsable d'une partie. Par exemple, le contexte, on va dire, là, ça, c'est le métier. Donc le métier, 2 jours avant, lui aura dit, attention, on a besoin de toi pendant 2 heures et il faut que tu prépares. Donc il va nous dire un peu le contexte de ce projet-là. Pareil, s'il y a des concurrents qui font bien les choses, il va nous le dire. Vraiment, dans le contexte, on met un peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, on a le challenge statement. Donc là, c'est plus l'animateur là, qui va prendre le lead. D'ailleurs, chez nous, l'animateur au début, c'était Nathalie, la directrice de conseil. Et là, chaque participant va mettre sur un post-it vraiment ce qu'il pense être l'objectif du projet, en ayant en tête l'utilisateur final. Et donc à la fin, chacun va présenter son post-it. Et là, ensemble, on va trouver la phrase qui convient à tout le monde. Donc là, pareil, en tant qu'animateur, c'est important de réussir à pas qu'il y ait quelqu'un qui prend le pas sur les autres et que c'est vraiment quelque chose qui a été partagé. Que tout ça, tous les slides que je vous présente là, derrière, pour moi, ça a vraiment un impact sur mon design. Ensuite, les KPI, donc Benoît en a déjà aussi un peu parlé.
là, c'est encore une fois, ils sont très matures là-dessus, sur la data, etc. Mais là, les voir entendre, les entendre parler ensemble sur ces choses-là, c'est vraiment intéressant. Ils sont d'accord sur aujourd'hui comment c'est. Par contre, sur le projet actuel, quelle incidence il va avoir sur ce qui va se passer demain, là, entre le chef qui dit bah, moi je veux plus 30% et puis les autres qui disent non, mais en fait 30% tu délires. Et du coup, c'était vraiment intéressant de voir que on travaille ensemble dessus et puis on se met des objectifs ensemble. Ensuite, les users. Hein. Donc là, on a travaillé sur nos personas. Donc au début, on n'a pas eu le temps d'ailleurs, et c'est venu au fur et à mesure. Mais on a quand même pu travailler avec la voix du client, justement, qui nous a un peu présenté leur stéréotype. Donc on a tout de suite pu quand même mettre au moins ces post-it-là, même s'ils ne sont pas détaillés. Et on va les détailler plus tard en parallèle, pendant que moi je travaille sur les sprint design. Nathalie, elle, travaillera là-dessus. En tout cas, là, on a mis une cible, ça permet de les prioriser. Donc chacun ensemble, on va se dire, ok, celui-là, il va là, ouais, non, il va là, tac, tac. Donc on est d'accord ensemble. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on va travailler plus spécifiquement sur le user. Donc là, on a 30 minutes. Donc en 30 minutes, on essaie de récupérer rapidement les contextes, les scénarios, comment l'utilisateur va utiliser ce projet-là. Ensuite, les business requirements, c'est un peu là, c'est les business analysts qui prennent la parole et qui disent en gros toutes les règles qu'il faut qu'on respecte ou en tout cas les choses qu'on ne peut pas dépasser. Donc vraiment, ça permet un peu de scoper le projet, le périmètre du projet. Et ensuite, les dépendances. Donc, ensuite, les dépendances. Et donc, dans les dépendances, là, vu que les projets, ils touchent parfois plusieurs pôles, c'est savoir un peu comment tout ça s'embrique. Et là, il y a une personne aussi qui s'occupe de la solution d'e-commerce qui a été mise en place. Et si jamais quelque chose existe déjà, qu'on nous le présente. Comme ça, on ne part pas de rien, on regarde ce qu'il y a aujourd'hui sur la solution. Et si ça ne nous intéresse pas, on jette tout et on part de zéro. Ou alors, on essaie de customiser un peu. Encore une fois, ce client-là, c'est un commerçant, donc c'est pas des ingénieurs, c'est pas eux, ils essaient déjà de prendre le plus possible de l'existant de façon intelligente, et ensuite, s'ils peuvent pas, ils poussent un peu les murs. Et pour finir, vu que c'est international, je l'ai pas précisé au début, donc savoir un peu s'il y a des spécificités locales. Donc ils sont présents sur, 12 ou 15 pays en Europe. Donc c'était important aussi d'avoir un peu la voix des autres pays. En sachant que leur solution à eux, c'est la solution groupe. Quand nous, on travaille, c'est la solution groupe. Donc ensuite, tous les projets, ils sont dispersés chez les autres. Donc à la fin de ces 2 heures, en séance, il y a quelqu'un qui a rempli le mandat. Donc c'est la dernière slide. Et donc là, normalement, dans ce A3-là qu'on imprime, on a vraiment la synthèse de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Et ensuite, tout le monde met son tampon et c'est ça le define pour nous. Donc ça, on l'imprime et on le met dans l'open space. Donc voilà pour la phase understand. Donc je vous rappelle qu'ensuite on a l'explore et le prototype. Donc ça c'est vraiment le travail du designer. Donc dans l'explore on a tout ce qui est benchmark, tout ce qui est scénario. Donc là on dessine beaucoup en fait. On est vraiment dans l'exploration. Et ensuite une fois qu'on a fait tout ça, on se décide sur un prototype. Et là moi la solution qu'on avait utilisée quand on s'était mis d'accord dessus, c'était Axure, qui nous permettait rapidement de créer des choses qui bougent et testables. Et là, je vais parler plus précisément pas des phases explore et prototype, mais de validate. Et donc, dans la phase validate, ce qui était intéressant aussi, quand on est arrivé, tout de suite, on a été voir aussi la communication dans l'entreprise pour qu'elle envoie un email pour déjà avoir des testeurs internes. Donc là, rapidement, on a pu avoir 50 testeurs à utiliser quand on voulait, vu que nous, toutes les 2 semaines, il fallait qu'on fasse des tests, vu qu'on voulait tout tester, rien ne sortait sans être testé. Et ensuite, à chaque fois, de la même manière qu'on avait notre mandat, on aime bien sur un 3 pouvoir montrer combien il y a eu de tests, des verbatim pour vraiment montrer les choses qui ont été dites, ce qui est vraiment très intéressant, important. Et à droite, ce qu'on voit, c'est un autre tableau qui est fait par le chargé d'études, qui lui est fait au fur et à mesure que moi je fais le explore et le prototype. Lui comment déjà écrire ses questions. Donc là on échange beaucoup en fait ensemble pour remplir ce document-là. Et en bas c'est juste des petites vidéos. Donc on filme tout et ça nous permet de récupérer de la donnée ou de faire des montages pour après communiquer à l'ensemble de l'entreprise. C'est pas notre priorité dans la communication dans l'entreprise, mais on essaie de plus en plus, dès qu'on sait que ça va marcher dans l'e-commerce, faire transpirer cette méthode pour qu'après elle soit partout. Il n'y est pas là, mais il y a un autre document qu'on met aussi, qu'on aime bien, c'est ce qu'on appelle les related topics. Donc c'est tous les sujets qui sont hors scope, mais qui sont des très bonnes idées, on les garde de côté. Donc tous
tout est mis quelque part et on garde tout. Et sans créer, comme là, vous le voyez, il n'y a pas de document de 200 pages dans tout ce que j'ai dit encore. Là, les livrables, c'est ce que je vais vous montrer, plus des prototypes. C'est tout. Donc là, on est toujours fin juin, parce que tout ça, on l'a fait en 2 semaines avec Nathalie. On a aussi fait des global process pour voir un peu par typologie de projet, par où il passerait, etc., etc. Là, on va voir en fait que ça, c'est l'idéal et que ça marche jamais vraiment comme ça. Donc là, on arrive juillet-août, donc pendant 2 mois. Bon, là, il y avait un peu les vacances, etc., mais on a pu quand même tester la méthode, vraiment avoir une panoplie de projets intéressants et différents pour voir la méthode. On soumet la méthode et on voit comment la méthode réagit. Donc là, on s'est un peu partagé avec Nathalie. Donc moi, c'était tout ce qui est, donc je vous ai dit tout à l'heure, les benchmarks, les scénarios, les prototypes, et puis aussi le suivi des maquettes graphiques. Donc ça, c'était le côté un peu dommage, c'est qu'il n'y avait pas de graphiste chez eux. Donc on a plutôt fait ça à distance avec Accence, quelques jours par-ci par-là. Et ça, c'est vrai que ça manquait un peu d'avoir quelqu'un sur place avec nous. Et donc Nathalie, elle, c'est la mise en place des panels utilisateurs, donc j'en ai parlé, la création d'un atelier Experience Map. Donc là, on est vraiment... l'Experience Map, c'est pas l'Experience Map comme on l'entend avec... pour un persona, il fait un parcours, et puis on voit ses pains et ses gains, et puis ses opportunités. Là, c'était quelque chose de très global, de très stratégique, et c'était pas lié à un persona, c'était vraiment l'expérience générique, comment elle se fait. Et ça a été utilisé après un grand atelier avec les directeurs de l'entreprise. Vraiment, sur les sujets, on les met en place, on voit les dépendances qu'il y a entre eux, et ça permet d'avoir un peu d'intelligence sur la roadmap. Ensuite, elle préparait les phases understand et elle préparait les tests utilisateurs. C'est à peu près comme ça qu'on se partageait. Donc, ils ont aussi d'autres outils en interne qu'ils utilisaient pour les roadmaps, par exemple. Donc là, je vous parle de Roadmunk, mais c'est pas ça qui est vraiment important. Là, ce que je vais vous montrer, c'était les typologies de projets. Donc, on avait tout ce qui était nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas encore. Donc, c'est particulier de démarrer d'une feuille blanche que de démarrer sur de l'existant. Après, il y avait l'optimisation de l'existant. Alors, dans les nouvelles fonctionnalités, il y avait tout ce qui était un process de retour et il y avait la promotion de la marque distributeur. Ensuite, dans l'optimisation de l'existant, on avait des refontes comme la fiche produit, le checkout, le module de suite commande, ce genre de choses. Et puis, on a eu un sujet innovation sur de la réalité augmentée. Donc là, ça nous a vraiment permis de voir à chaque sujet, qu'est-ce qu'on peut traiter en 2 semaines? C'est possible, c'est pas possible? Parce que ça, on avait du mal un petit peu à sentir. Donc là, on arrive en septembre. Donc pendant 2 mois, j'ai pas travaillé tout seul, mais vraiment, on travaillait ensemble. Mais vu qu'il y avait les vacances par-ci, par-là, on n'a pas toujours réussi à bien se réunir, en tout cas au mois d'août. Donc c'était important qu'en septembre, on se fasse un peu le point de tout ça. Donc déjà, ce qui est apparu en septembre, on a remis à plat un planning beaucoup plus précis, un micro-planning. Et puis là, il y a le Kanban qui a commencé à apparaître. Donc ça nous a vraiment permis de mieux gérer les choses. Donc là, il a encore changé aujourd'hui. Ça, faut vraiment imaginer que le Kanban, c'est pas quelque chose qui reste statique. En fait, à chaque projet, on fait une rétrospective et on améliore certaines choses. Et typiquement, le Kanban, il a déjà changé au moins 3 fois depuis qu'il est là. Donc le Kanban, peut-être que je parle chinois, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup utiliser de jargon, je suis désolé. Donc le Kanban, il faut imaginer que c'est ce qu'on appelle du visual management. Donc c'est quelque chose qui est affiché. Et ensuite, donc depuis on a mis des petits avatars, mais on voit qu'ici, les petits post-it, c'est des sujets. Et chaque sujet a une couleur. Soit c'est un gros sujet et il va être jaune, soit c'est un petit sujet et il va être rose. Pareil là-dessus, on commence aussi à aller un peu plus loin et un peu plus finement. Plutôt que d'avoir juste 2 couleurs, on commence à mettre 5 lettres, comme les tailles de t-shirt. Ça c'est un petit sujet, c'est XS, ça c'est un gros sujet, c'est XL. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, et donc là on peut le voir, hop, avec ma souris. Donc là on a bien les différentes phases, on les reconnaît. Et avant de démarrer sur une phase, ici on a un petit carré qui dit en gros tout ce qu'il faut pour passer à la phase suivante. Donc on vérifie bien qu'on a bien tout fait, et dans ces cas-là on passe à la phase suivante. Sinon, non, stop, on arrête, on continue la phase où on est. Ensuite, chaque post-it va être traité, moi, je vais être, par exemple, propriétaire d'un post-it quand il est bien dans les phases dans lesquelles je suis responsable, c'est-à-dire explorer prototype. Donc, c'est bien moi qui vais les bouger. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez... On aime bien les bouger, nos post-it, on est content.
Mais du coup, quand on bouge un post-it alors que c'était pas notre phase, bah, non, c'est pas à toi, tu le remets, c'est à moi de le faire. Donc ça, c'est les petites blagues qu'on a justement en daily. Donc là, c'est la petite transition. Et l'autre chose qu'on a mis aussi en place en septembre, c'est le fait que tous les matins, on se réunit pendant 15 minutes avec l'équipe e-commerce. Donc ça, c'est l'équipe réduite. C'est pas l'équipe understand où là, il y a les métiers, on est beaucoup. Mais la petite équipe, on se réunit tous les matins et on répond à juste 2 questions. C'est, enfin 2, 3, c'est ce que j'ai fait, ce que je fais et est-ce que j'ai des problèmes. Et depuis qu'on l'a mis en place, on tient à chaque fois le délai des 15 minutes. Même des fois, c'est 7-8. Vu que c'est tous les jours, on se rend compte que voilà, c'est rapide, c'est efficace. Encore une fois, les maîtres mots de nous, qu'on nous a donné dès le début, c'était il faut créer des réflexes, il faut qu'on soit rapide, efficace. Donc voilà. Et alors, quand on arrive en ready, bah là, ça veut dire que ça part en build, c'est les développeurs. Donc, on les a rencontrés au tout début en interview, après on les a plus trop vus, mais on savait que derrière, il se passait des choses. Hop. Donc, il y a eu aussi l'intervention d'un coach agile en septembre, donc ça, c'était super intéressant. Moi, j'ai déjà travaillé plusieurs fois en agilité chez des clients, sans jamais être vraiment formé de façon très, très carrée. Donc là, ça m'a permis vraiment de monter un peu sur le sujet. Et donc, ce que j'ai aimé aussi dans cette formation, c'est que c'était une formation agile en mode agile. Donc on est arrivé le matin, tout de suite il nous a dit bah alors qui c'est qui va être le PO pendant la matinée. Donc il a pris un product owner dans la salle, enfin dans les élèves. Il a mis toutes ses cartes sur un panneau. Donc en fait ici c'est vrai que la photo est pas terrible à cause du contre-jour. Mais à gauche on avait un panneau avec toutes les cartes de la formation. Donc là il nous disait que bah, là il y avait de quoi faire 3 jours de formation, sauf que nous on n'avait qu'une journée, avec différentes couleurs, donc c'est des parties théoriques ou des jeux. Et ensuite, on a commencé, donc le PO, à dire, OK, bah, quelle carte je mets dans mon backlog. En sachant que le PO, il fallait quand même qu'il soit un petit peu aware, enfin, attentif à ce que voulaient aussi les gens. Et il avait aussi le droit de poser des questions à David, qui était donc le formateur, qui lui, vu que c'était le faiseur, c'est lui qui faisait la formation, il pouvait répondre aux cartes et dire combien de temps prenait une carte. Donc ensuite, on a aligné les cartes pour que ça fasse la journée, et on a fait des sprints d'1 heure. Donc chaque heure, on disait ok, on a rempli le contrat de la carte ou pas. Donc on avait encore une fois, je peux le dire, Kanban à droite, donc avec les to do, work in progress et done. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que cette formation était plutôt sympa dans le sens où on vivait l'agilité en même temps qu'on faisait la formation. Ensuite, une fois que la formation était faite, il y a eu 3 workshops. 3 workshops pour justement créer ces sprints d'agilité. Donc design sprint, bah, nous on était déjà bien en avance, donc il nous a plus challengé que créé, mais il va faire le même travail avec le build et le run. Et donc là je vous ai montré une partie du sprint, comment il se passait. C'est vrai que je vous ai montré les étapes, mais pas forcément comment ça se passait dans le temps. Donc on voit que c'est vrai que lundi, mardi, on est plutôt en train de préparer l'understand. Et c'est vrai que le lundi, il y a le sprint planning, c'est vraiment là, on prend tous les sujets qu'on va faire dans 2 semaines. On se met tous d'accord en équipe là-dessus, et c'est un engagement qu'on prend en équipe. À la fin des 2 semaines, on fait la rétrospective, on se dit, on a réussi, on n'a pas réussi. Quand on n'a pas réussi, c'est pas grave, mais au moins, on prend des engagements et on essaie d'aller jusqu'au bout. Alors, ce qu'on voit, les small crow topics, c'est parce que on a identifié quand même des journées où le designer, il n'avait rien à faire, et ça, le client, il n'aime pas trop. Et du coup, il nous a créé des petits small topics, donc c'est des petites optimisations, en fait. On sait que là-dessus, on n'a pas besoin d'une grosse phase understand, mais on a besoin de de travailler juste une journée sur quelque chose de très rapide. Peut-être qu'après, il n'y aura pas de test, ou peut-être que ça va passer dans les tests avec le gros sujet, ou ça partira en A/B testing. Tout dépend du sujet. En tout cas, on en a un au début et un à la fin. Donc après, on voit la phase understand le mercredi. Ensuite, on va vite sur l'explorer le prototype. Là, c'est vrai que c'est un petit... En fait, en réalité, on se rend compte que 2 jours, c'est un peu juste, on est plutôt sur 3 jours, et que finalement, le validate, il se décale un peu. Mais on arrive à jouer entre le validate business et validate user pour... c'est un peu notre tampon à nous, quoi. Ensuite, on fait la démo le mercredi. En parallèle, les business needs, c'est un peu les spécifications. Donc ça, vu que le prototype est déjà là, prend déjà les captures pour travailler sur le cahier des charges un peu pour les développeurs. Et puis à la fin, on a le sprint, la rétrospective. Pareil, là je suis en septembre, donc il y a eu un nouvel outil pour le product owner qui était super content, très excité de son nouvel outil, Jira, pour gérer les tickets. Alors là, au début, il a vraiment bien rempli, mais plutôt côté développement. Donc c'était vraiment
gérer les ticketing de dev. Et puis nous, nos projets design arrivent petit à petit. On essaye de les mettre petit à petit. Donc on arrive en octobre, donc là on se rapproche, on arrive bientôt à aujourd'hui. Donc là c'est le projet d'innovation qui est arrivé, et puis aussi des réflexes de plus en plus aiguisés. Donc le projet d'innovation c'est la réalité augmentée, donc là on s'est rapproché d'une start-up. Ces projets-là ils sont particuliers parce que on n'a pas de data dessus, il y a plein de choses qu'on n'a pas finalement par rapport à un projet de refonte ou même un nouveau projet, mais où on est il y a de la concurrence, etc. Là c'est vraiment tout nouveau. Et du coup, on ne sait pas trop forcément où aller, donc on teste des choses. Et donc là, on a vraiment besoin de tester pour voir déjà l'appétence de cette technologie. Comment est-ce que les gens vont réussir à l'utiliser, comment ils la comprennent, ce genre de choses. Donc là, d'ailleurs, ça c'est pas le premier sprint, mais c'est un des sprints qu'on n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'à la fin des deux semaines, on n'avait pas quelque chose qu'on pouvait donner aux développeurs. Parce qu'il y avait des petites choses qui manquaient, ou la technologie qui n'était pas encore assez mature. Donc on avait des choses comme ça qu'il fallait qu'on travaille avec la startup pour bien l'intégrer à l'application de notre client. L'autre chose, donc c'est les réflexes de plus en plus aiguisés, donc c'était la review post-test. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a créé et qu'on aime bien et qu'on va garder. C'est une fois que les tests sont finis, on va se réunir avec le chargé d'études et le business analyst, donc à 3 personnes. On va vraiment dire voilà ce qui a été testé et quelle solution on met en place. Et donc on se met d'accord tous les 3 pour ensuite le divulguer au reste de l'équipe. Normalement, il n'y a pas trop de débat en fait. Là, c'est les users qui ont raison, donc on se met d'accord là-dessus, puis à la fin, ça sort. Et la deuxième chose qui a été créée, c'était la rétrospective de fin de sprint. Donc là, pareil, il y a plusieurs jeux pour faire des rétrospectives. Donc celui-là, il est assez simple, hein, on a juste fait le moins plus et puis après les actions. Mais il était encore une fois, en 1h30, déjà, ça saoule les équipes, ce genre de choses. On est vraiment. D'ailleurs, on s'était amusé aussi à compter les points positifs et les points négatifs pour voir ce sprint. Il était plutôt équilibré, il était plutôt mauvais, plutôt bien, enfin, sentir un peu les choses. En tout cas, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est que les choses améliorées, après, on les a regroupées, on a fait des actions, après, on a mis des gommettes sur les actions pour savoir lesquelles on met en priorité. On s'est tous mis d'accord sur l'action, et ensuite, il y a quelqu'un qui est responsable de l'action. Donc, encore une fois, c'est efficace, ça bouge, et ça, c'est vraiment très. Enfin, même pour nous qui sommes chez le client, on a énormément appris. Donc pour résumer, même si en fait j'aurais pu mettre peut-être 10 choses dedans, mais en gros voilà les principales, c'est pas de production de gros documents, et ça fait du bien, on est plus vraiment sur des choses, en fait on vit les projets, on vit tout, on vit l'équipe, et on a bien vu une différence entre le début et maintenant. Typiquement aussi, le petite chose aussi comme ça qu'on a senti, c'est que juillet-août, quand je travaillais les projets, j'étais encore beaucoup en relation avec le product owner. Et quand septembre est arrivé, quand on s'est un peu plus réorganisé, là, j'étais plus en relation avec les business analysts, qui étaient beaucoup plus normales. Donc on a senti comme ça des choses qui changeaient entre nous, et on sentait que l'équipe se mettait en place. Ensuite, des ateliers chronométrés efficaces, pas de multi-réunion. Donc quand je dis multi-réunion, c'est pareil quand tu es designer, tu fais ton prototype, qu'il y a une personne qui va donner ton avis le matin, puis à midi une autre personne, puis le soir une autre personne. En fait, tu sais plus trop où aller. Là, maintenant, on met vraiment un atelier en fin de journée, on se met tous d'accord où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. Et ça, c'est très reposant, en fait. On est, comme disait le coach agile, ce qui est important pour nous, c'est d'être focus. On est très efficace quand on est focus sur une tâche, une journée entière, et ça marche mieux. L'autre point, c'était les test utilisateurs toutes les 2 semaines. Rien ne sort sans être testé. Ça, mine de rien, c'était un challenge. Pour l'instant, ouais, il est bien. Même les petits crocs qu'au début, on ne pensait pas forcément tester, on s'est dit, non, là, on va encore plus loin. On se dit, on va les tester. On va aller à la sortie de la cantine entre midi et 2. On va prendre les gens, puis on va les faire tester les petits sujets. Et pour finir, l'affichage des avancées et l'organisation. Donc, tout le côté visuel. On n'a pas tant d'outils logiciels que ça. Enfin, en tout cas, nous, de la partie design, il n'y en a pas tant que ça. Il y a celui où je travaille tous les jours avec, mais ensuite, la communication, elle se passe vraiment soit orale, soit visuelle sur le plateau. Mais il n'y a pas de gros logiciels. Voilà, c'est fini. Super, merci Benoît. C'est intéressant de voir ton retour d'expérience sur la méthodologie concrète. Donc j'espère que ça répond à votre question. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Moi, j'ai 2 questions par rapport au test utilisateur. La première, c'est quand tu dis on teste toutes les 2 semaines. Est-ce que tu testes sur des utilisateurs en interne, à savoir des employés de la compagnie où tu travaillais, ou tu allais vraiment dans la rue pour demander l'opinion des gens, ce qui n'est pas forcément très pertinent puisque c'est du B2B, si j'ai bien compris? Ouais, tout à fait. C'est dans la rue, c'est pas possible. Et nous, comment dire, le recrutement est très important dans un test utilisateur. C'est ce qui fait tout. On peut du coup avoir des retours, alors qu'en fait, c'est pas les bons retours. Et du coup, nous, c'était important d'avoir vraiment nos personas. C'était l'assistant de direction, le local technique. Enfin, on avait vraiment des personas très précis, et c'est eux qu'on voulait à la sortie tester. Donc, pour répondre à ta question, il y a un mix qu'on peut vraiment pas, c'est l'interne. Mais si je prends le sujet de la réalité augmentée, pareil, là, c'était un bon challenge et on l'a tenu. On a fait autant les tests chez le client, donc à Gonesse, avec les clients internes, que à Accence avec des vrais clients. Donc là, on a fait un recrutement une semaine avant. On savait que le sujet réalité augmentée allait arriver. Donc on voulait vraiment tester sur beaucoup de gens. Parce qu'on savait que l'appétence, c'était pas forcément évident, etc., etc. Après, un sujet comme les retours, ça, on n'a pas eu besoin. En fait, tout ce qui est un petit peu utilisabilité, ergonomie, qui sont pas liés à l'image de marque, ça, on arrive à le faire en interne. Et après, tous les sujets un peu touchy, comme par exemple la marque distributeur, ça, c'était impossible pour nous de la tester en interne. Ça aurait été complètement faussé. Donc ça, c'est quelque chose, on prend les vrais clients. Mais c'est plus difficile, hein. Ça, c'est sûr, c'est beaucoup plus difficile parce que toutes les 2 semaines, il faut pouvoir gérer ça. Et d'ailleurs, créer le panel client, créer le panel interne, c'était très facile. Créer le panel client, c'est beaucoup plus compliqué. Mais on va y arriver. Ma deuxième question par rapport au test utilisateur, c'était nous-mêmes, on est dans une phase d'itération et donc on teste, on voit les retours, on itère, etc. Mais la question que je me pose, en fait, à chaque fois qu'on teste, on a des retours qui sont toujours pertinents et intéressants et qui nous permettent de modifier nos maquettes. Mais à quel moment est-ce que ça s'arrête et à quel moment est-ce qu'on doit l'arrêter? Quand est-ce qu'on se dit, ok, là c'est bon, banco, on développe? Là, ça c'est un peu le binôme, moi et la chargée d'études. Et même quand on présente après, souvent d'ailleurs le directeur digital, enfin vraiment il est aussi là, et c'est un peu lui aussi qui fait son go et son no-go par rapport à ce qu'on lui dit. Il dit ok, là on est prêt, là on n'est pas prêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous vraiment, vu qu'on est en itération, normalement c'est des petits sujets. Donc normalement, même si tu as des retours hyper intéressants, il y a un moment donné où c'est pas bloquant, l'essence elle est bonne, donc on y va. Si c'est du wording, on y va. Enfin, il y a des choses comme ça où et là, le nouveau sujet qu'on je suis en train de traiter justement encore aujourd'hui, c'était la demande de devis. Et là, on n'a pas eu le go là. On a dit non, là il y a trop de choses qui posent problème. On va retravailler encore 2 semaines dessus avant de le proposer au développement. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, je suis assez fan de faire travailler les devs avec les UX, enfin les UX avec les devs plutôt, on va dire. Et donc typiquement, en plus dans une équipe où tu auras un UX, un product owner, plusieurs devs, j'ai pas l'impression que c'est ce que tu proposes là en fait. Et j'ai l'impression que c'est vraiment en fait nous contre eux en gros, quoi. Que t'as une équipe de sprint design et l'équipe de développeurs, et j'entends des mots qui me font un petit peu peur, le cahier des charges, tout ça. Enfin. J'ai dû dire cahier des charges, mais en fait nous, c'est vraiment un business needs. C'est un document qui fait peut-être 20 pages maximum. Et là-dedans, tu as des captures de mon proto. D'ailleurs, ils ont mon proto. Ils ont aussi les maquettes graphiques. Et pardon, je t'ai pas. Ouais, non, mais du coup, je voulais savoir ce que tu penses. Enfin, j'ai pas l'impression que du coup, c'est ce que tu as mis en place avec ce client-là. Ouais. Et du coup, je voudrais savoir, c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Est-ce que toi, tu préfères avoir une équipe séparée et après avoir une équipe de développement qui est ailleurs et qui du coup est plus exécutante de ce que tu as produit peut-être, ou je sais pas. Alors pour répondre à ta question, alors là c'est encore pire. Les développeurs, ils sont même pas à Gonesse, ils sont à Paris. Donc en plus, on n'est pas au même endroit. Et ça d'ailleurs, le coach agile tout de suite il a tiqué, il a fait les développeurs ils sont pas au même endroit. Après, là pour nous, pour l'instant, c'est le product owner qui fait le lien entre les deux. Mine de rien, moi en tant qu'Accent, c'est vrai que je suis souvent frustré sur les projets de 3 mois où je livre et puis après j'entends plus parler.
Ça, c'est très très frustrant. Et là, quand je suis arrivé chez le client, justement, je me suis dit, ah ouais, là, je suis quand même beaucoup plus proche de ce qui se fait. Et pour l'instant, le lien, il est plutôt... effectivement, qu'on ne soit pas ensemble, mais ils ont quand même le proto assez vite, donc ils peuvent quand même dire des choses. Et le deuxième point, c'est que je les ai sur Skype, et du coup, eux, quand ils développent et qu'ils ont des questions, bah, ils me les posent. Du coup, même si moi, je suis très timé, j'ai toujours un petit peu de temps quand même pour leur répondre, et je sais vraiment... Enfin, moi, c'est là-dessus, je te suis, j'ai vraiment besoin de ça. Après, là, c'est vrai que les sprints sont tellement rapides que je vois pas comment on pourrait faire intervenir les développeurs. Pour nous, là, c'était pas possible sur les sujets donnés. Par contre, les 2 semaines que je travaille moi sur un sujet, je sais que 2 semaines plus tard, c'est eux qui vont développer ce sujet-là. Donc, c'est encore frais dans ma mémoire et on peut encore en discuter. Mais par contre, ça a été validé par les utilisateurs. Donc, c'est vrai qu'ils remettent pas en cause grand chose. C'est ça. Par contre, ils vont remettre en cause. Ah mais attends, mais là, t'as pas prévu ce cas-là? Ah bah oui, parce que moi j'ai pas le temps de le prévoir. Du coup, on va le prévoir ensemble. Je réponds à ta question. Comme exécutants, ouais. Bah, moi, là-dessus, qu'on a échangé avec eux, ils sont pas sentis exécutants, mais ils sont quand même partis de maquettes PowerPoint à du coup un proto Axure avec la donc ça là-dessus, j'étais super content. Et après, pour l'instant, les dialogues se passent bien. Après, c'est vrai que je comprends ton point de vue d'exécutant, mais s'ils sont pas exécutants, ça veut dire qu'ils sont aussi à la conception dans le sprint design. Et en fait, on est déjà trop autour de la table. Plus t'es de personnes et plus ça peut vite partir. En fait, la question, je pense que si tu pouvais la poser autrement, ça serait, là en l'occurrence, c'est une question de géographie qui a poussé à cette organisation-là. Dans le cas où les développeurs, ils étaient avec vous sur le site, est-ce qu'ils auraient été plus... le Kanban, il serait plus grand déjà, je pense. Ouais. Et moi, je trouve, j'ai l'impression que la distance marche pas trop mal. Il y a le chef de projet... Plus ils sont loin, mieux c'est. Non, pas du tout. Non, c'était pas mon interprétation. Non, c'est que le chef de projet côté dev vient 2 fois par jour, je crois, et le product owner de notre côté va aussi 2 fois par jour là-bas. Donc en fait, finalement, la relation se fait bien avec ce duo-là, et ce duo fonctionne super bien. Enfin, ils sont vraiment main dans la main tous les deux. Et je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs que du coup, les équipes derrière sont aussi main dans la main en fait. Là, l'expérience que j'ai de ce client-là, c'est que vu qu'on a été sponsorisé par le haut, en bas, c'est vrai que c'était... je sais pas si vous l'avez senti, mais moi je suis très content de ce projet en tout cas. Est-ce que les développeurs ont le droit de challenger Non, on n'en redonne rien du tout. Non, mais... Oui, il challenge, ouais. Par Skype, ils me disent là, le bouton, etc. Mais en fait, finalement, ils challenge et moi je leur explique qu'en fait, on l'a testé. Et qu'en fait, les users, ça a marché. Et que... Du coup, y a pas, le challenge, il ne se fait pas sur ce qu'on a fait nous, mais plutôt sur ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Sur tous les cas d'utilisation. Et là, quand le panier est vide, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, bonne question. Moi, j'ai pas le temps de le faire. On va en réfléchir ensemble. Ouais. C'est une très bonne question parce qu'au début, j'étais vraiment paumé au début. Je me suis dit, j'étais très proche du product owner. Et je faisais valider à lui, mais lui me disait, mais c'est pas moi de valider. Je fais, c'est qui valide? Et comment? C'est dangereux si pendant le business sprint tout est cassé. Faut derrière les équipes de dev reconstruisent tout, ça va prendre du temps. Ouais. Et ça, c'est dur d'avoir une réponse à ta question parce qu'en fait, tout dépend du sujet. Alors c'est facile comme question, etc., mais comme réponse, mais tout n'est pas cassé, et puis finalement la validité, pour nous, quand j'ai dit validate, en fait c'est le test utilisateur, c'est ça qui valide. Alors après, en termes humains, finalement je me rends compte que c'est un peu le binôme designer et chargé d'études, c'est un peu eux qui, entre guillemets, le pouvoir, mais pour moi il n'y a même pas de pouvoir, c'est pas... Il y a un peu de tout. Dans notre plateforme, il y a les gens qui travaillent sur le RP, je sais pas si ça parle à tout le monde, c'est une sorte de grosse base de données. Il y a plein de choses. Non, il y a aussi il y
il y a des middleware. Enfin, j'avoue qu'après, c'est des langages que moi, je connais pas forcément. Mais c'est ça aussi, dans ma façon d'understand, le dépendance, il est très lié à ça, en fait. Et du coup, on a une personne qui est pas dev, mais qui s'occupe, enfin, qui est responsable technique de tout ça, quoi. C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une inquiétude de ne pas inclure justement les développeurs dans le process. Et on sait que plus on inclut de gens dans le process et plus on fait entrer en sympathie tout le monde et on aboutit plus vite à des consensus. Ouais. Mais de l'autre côté, tu as dit un truc très intéressant, c'est les tests utilisateurs qui valident. Ouais. Justement, j'aimerais savoir combien de gens ont eu affaire à des tests utilisateurs dans leur métier. D'accord. Donc, à mon avis, oui, c'est très fort comme assertion de dire que c'est l'utilisateur qui valide. Parce que derrière, effectivement, quand on fait des tests utilisateurs, à mon avis, la plupart de vos validations, ça part de ça, quoi. Tout à fait. Mais et pour répondre à la question que tu as posée à Benoît, tu disais, ouais, le marketing, ils veulent pas parce qu'ils ont peur de remettre en cause, etc. Nous, le marketing, il est pas comme ça. Il est pas en mode, c'est pas un test utilisateur politique, quoi, si tu veux. C'est un test utilisateur parce qu'on veut tester les choses et on veut que tout ce qu'on sort en design, ça marche, etc., quoi. Après, il y a encore des choses, on sait qu'on devrait encore aller plus loin et passer une étape d'après, mais déjà là, on essaie de bien consolider la méthode pour après fine-tuner. Mais encore une fois, en fait, c'est une amélioration constante. C'est vraiment. En fait, le process qu'on a vu ici, la méthode ou l'approche, est-ce que vous l'avez... est-ce que c'est un framework que ça existe chez vous, chez Axence, et qu'en fait juste c'est que vous le plaquez sur des organisations ou comment ça se passe en fait quand vous arrivez le premier jour pour Alors le sprint, quand j'ai commencé mon histoire, je disais sprint design, le mot est arrivé, donc ça c'est un mot que le client avait déjà, et en gros ça c'est une méthode, tu tapes sprint design, tu verras, tu as plein de schémas, et en fait ils se ressemblent tous, et j'ai pas l'historique derrière, mais en gros c'est des gens comme Google qui l'utilisent, quoi. C'est vraiment des grosses entités, donc c'est pas un framework Axence. Par contre Axence, nous on a plutôt l'ADN de mettre l'utilisateur au centre, et c'est en ça où on se reconnaît dans du sprint design. Okay. D'autres questions? Oui, en fait, je me demandais, le client au tout départ, en fait, ils n'ont pas du X en interne et je ne sais pas quelle connaissance ils avaient de ce que c'est et quelles étaient leurs attentes au départ et quelles sont leurs découvertes au final. Est-ce que vous avez des retours sur ce qu'ils ont découvert au final? Alors, je pense qu'il y a un historique avec Axence quand même. Il y a sûrement eu des tests utilisateurs, ce genre de choses, faits ponctuellement, etc. Et là, c'est aussi la force de Thomas Schoen, qui est dans la salle, là, qui a rencontré le client et qui a senti, en fait, ils ont pu parler ensemble et voir un peu c'est quoi votre besoin. Et le client, il est quand même très, comment dire, c'est souvent quand on veut définir, même quand je fais des formations à des chefs de projet sur l'UX, on n'est jamais dans l'UX par hasard, en fait. Il y a toujours quelque chose en nous qui fait que on a soit de l'empathie, soit, souvent en fait entre UX, on sent qu'on a des points communs, quoi. Et donc ce directeur digital là, il avait quelque chose, quoi. Il s'est déjà renseigné, il avait déjà une connaissance là-dessus. Donc il n'était pas UX designer lui-même, mais en fait il avait déjà cette sensibilité UX. Et du coup nos premiers rendez-vous, on a senti qu'il voulait monter quelque chose, il savait pas trop quoi ou comment. Et en fait, avec notre duo Nathalie et moi, on a réussi à lui montrer ce dont il avait besoin, en fait. Mais au début, c'était pas défini très précisément, très clairement. C'est venu au cours de nos discussions. On s'est vu une première fois, donc là c'était un peu le mode propal. Est-ce qu'on va bien lui correspondre? Et puis le jour d'après, on signait et puis on était dans leurs locaux et puis ça s'est fait très rapidement. Parce que nos profils ont correspondu. Vu qu'on est très complémentaires avec Nathalie, vu que lui il allait monter ce nouveau pôle, il a pu sentir aussi ce dont il avait besoin. Et maintenant, il est en train de lancer ses recrutements, et du coup, il s'est basé sur nos profils à nous. Ça lui a permis un peu de sentir la chose. Merci. D'autres questions encore? Cette photo-là, là.
Donc là, je pense que c'est une photo de la réalité augmentée, par exemple. Et donc là, quand on est en phase de test, on imprime les écrans. Et donc on les... alors là, c'est-à-dire qu'on était en 2 duos. C'est-à-dire qu'il y avait moi, Nathalie, côté Paris. Et il y avait donc Rudy, un autre designer, et Naïma, qu'on a formé à faire des tests à Gonesse. Donc on était 2 équipes, et chacun, on avait notre grand tableau avec les impressions. Et dès qu'on finissait un test, on mettait les post-it sur bien, 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 pas bien, pas bien, bien, pas bien. Tout ce que les gens ont dit. Et eux, ils ont fait parler de leur côté. On est revenu le lendemain matin, on a pris tous nos retours et on les a combinés ensemble. Et ça nous a permis de voir, alors là, il y a quand même beaucoup de post-it. Donc on sait que c'est ici qu'il faut travailler. Enfin, tu vois le truc. Et après, sur la rétro, je sais pas, tu veux que je te dise quoi sur la rétrospective ? Les enseignements, alors qu'est-ce que j'aurais pu voir dernièrement ? La DELI n'était pas respectée. Donc c'est un truc qui est remonté. Donc on a tous mis notre post-it, etc. Et on s'est dit, maintenant on va faire l'effort que la DELI, même quand la product owner n'est pas là, on la fait quand même. Parce qu'en fait, les business analysts, ils sont pas 100% e-commerce, enfin ils sont pas 100% sur le plateau. Ils ont d'autres jobs. Et du coup, ils sont que 2 jours par semaine et après ils sont dans les autres étages. Donc pareil, la relation avec eux, c'est pas faite tout de suite au début. Il a vraiment fallu qu'on travaille ensemble pour sentir les choses et surtout les faire un peu des fois décrocher ou qu'ils se rendent plus disponibles. Mais c'est pas facile, ce sont des journées vraiment très... parce qu'eux, ils s'occupent autant de la partie design qui vient d'être inventée que s'il y a un bug, que la partie IT, que le métier qui demande si ça, enfin plein de réunions à côté, enfin eux, ils ont d'autres choses à faire. Donc du coup, la DELI, pendant 3 jours de suite, je crois qu'ils sont pas venus, donc moi j'étais un petit peu triste, donc je leur ai dit, venez au DELI, quoi. Et maintenant la DELI, elle est faite, donc ça c'est un des choses qu'on aurait pu... L'autre chose, tiens, j'en ai un qui me vient aussi en tête. Donc le graphisme, les maquettes graphiques, c'était compliqué parce que voilà, pareil, c'était à distance. Et pareil, il n'y avait que 2 jours. Et je filais le sujet où j'allais sur place pour le briefer et je revenais, etc. Et il finissait pile poil au bout de 2 jours. Donc forcément, au bout de 2 jours, c'est pas parce que tu as fait le premier jet que c'est validé tout de suite. Donc là, on avait un vrai problème de validation des maquettes graphiques. Donc pareil, on s'est dit, à 1 jour et demi, à 14 heures, le client se met disponible pour voir les maquettes et puis on a l'après-midi pour modifier. Et c'est vrai que ça marche mieux aussi. Ça, c'est aussi un des trucs qu'on a vu lors des rétros. C'est vraiment plein de petits détails comme ça qui font qu'après, la team mûrit, la team devient plus forte et fonctionne mieux.